93.3 FM Radio Campus dans ton son système en direct du 22 bis Impasse Bonabo, émission spéciale meeting direction les antipodes de Clermont-Ferrand et de la France hexagonale en Kanaki en Nouvelle-Calédonie. Kanaki la lutte, prise de recul et perspective. On est ensemble de 14h à 18h avec notamment plusieurs invités qu'on aura l'occasion de vous présenter. Mais avant de commencer, vous posez le cadre. L'association Kénou du Pacifique, dont la présidente est ici à l'antenne, va pouvoir nous en parler. Mais je voulais tout d'abord remercier nos invités qui ont fait le déplacement, des quatre coins de la France, à nos invités aussi qui sont à distance. Il y a à la table Benoît Trépied, anthropologue, chercheur au CNRS. Bonjour Benoît. Bonjour Yabé, bonjour tout le monde. Frédéric Mouliava. Bonjour tout le monde. Militante UCF-LNKS et une des 7 prisonnières politiques de la CCAT. Kwanene Wea, président du mouvement Kanak en France. Bonjour. Bonjour. La députée Marianne Maximi, de la première circonscription du Puy-de-Dôme. Bonjour Marianne. Bonjour. Et Céleste, la présidente de l'association Kénou du Pacifique, qui présente et qui a organisé cet événement. Bonjour Céleste. Bonjour. Merci à vous aussi d'avoir fait le déplacement et d'être présent dans le public. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la campagne de libération des prisonniers politiques qui ont été déportés l'année dernière en juin 2024 et durant plusieurs mois, depuis la Kanaki jusqu'ici en France, parce qu'il y a encore des déportations politiques qui sont le fait du pays de la Déclaration des droits de l'homme qui est la France. Et Frédéric, elle est l'une d'entre elles. Donc c'est dans le cadre de la campagne de libération qui a été lancée le 7 avril dernier à la Bourse du Travail à Paris que s'inscrit cet événement pour Kanaki et pour la libération des prisonniers politiques et déportés de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. On aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. Sans plus de présentation et de paroles, je laisse maintenant Marianne Maximi, la députée de la première circonscription, nous dire pourquoi elle nous fait l'honneur, malgré son agenda chargé et surtout sa vie privée, de nous faire l'honneur d'être ici avec nous ce matin. Merci beaucoup Yabé. Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci de m'avoir invité. Merci aussi à Radio Campus, évidemment, d'accueillir cet événement aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai tenu effectivement à être présente avec vous sur une journée qui me semble assez importante, avec une date qui l'est tout autant. Je suis présente ici à 2 titres, on va dire. D'abord en tant que députée de la France Insoumise de la première circonscription du Puy-de-Dôme. Députée insoumise, je le redis, parce que nous avons eu, avec mon groupe parlementaire, apporté les combats à l'Assemblée nationale l'année dernière, au moment de la loi sur le dégel du corps électoral, à alerter ce qui était en train de se passer, la catastrophe qu'allait créer le gouvernement, la décision de Macron avec cette proposition de loi qui était inacceptable selon nous. Donc nous avons mené cette bataille parlementaire. Mais l'autre titre pour lequel je suis venue, c'est aussi parce qu'il y a une histoire à Clermont-Ferrand, une histoire que je cherche à faire perdurer, celle des liens entre la Kanaki et cette ville. Et cette histoire, elle a commencé notamment avec quelqu'un qui m'était très cher, qui s'appelait Alain Lafont, qui était un militant de la LCR et qui a très tôt pris position avec ce parti politique en faveur de la Kanaki, de la lutte des peuples pour disposer d'eux-mêmes. Et j'ai grandi, moi, politiquement dans cette histoire-là. J'ai pas fait une campagne électorale avec Alain Lafont sans qu'il y ait un drapeau kanak dans les locaux de campagne. On était bercés par ce lien-là, cette solidarité, cette fraternité qu'il nous a appris. Mais je dois dire aussi qu'en réfléchissant à venir aujourd'hui, je me suis rendu compte aussi à quel point l'histoire et la transmission de notre histoire était très fragile, parce que les anciens partent et il nous manque beaucoup, nous, la jeune génération, des bouts de cette histoire. Donc je le dis parce que aujourd'hui vous avez fait le choix d'enregistrer, de diffuser, de capter ce qui se passe, et ça me semble essentiel, parce que nous construisons aussi par ces événements, par ce qu'il se passe en ce moment, l'histoire. Et donc garder des traces, la transmettre, c'est évidemment essentiel. Et moi je me rends compte qu'il me manque des bouts de cette histoire. En tout cas, voilà, l'histoire d'Alain Lafont nous a fait, et ses camarades à l'époque, découvrir des luttes
les luttes décoloniales, les luttes antiracistes, et que nous faisons continuer aujourd'hui parce que malheureusement, nous sommes dans un pays avec une histoire coloniale passée, mais aussi présente, avec un gouvernement aujourd'hui qui vise à s'en prendre très fort au peuple, quel qu'il soit d'ailleurs. On le voit, par exemple, avec un ministre de l'Intérieur tel que Bruno Retailleau et de la façon dont il traite aujourd'hui l'Algérie, par exemple, ce qui montre que nous n'avons rien réglé de notre histoire coloniale. Et aujourd'hui aussi, avec ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui est en cours au niveau important en Kanaki, mais on voit aujourd'hui que l'État français a encore énormément de travail. Et moi, en tant que parlementaire, je travaille justement à faire évoluer et à décoloniser notre pays et lutter aussi contre ce racisme qui se propage à une vitesse hallucinante et dangereuse aujourd'hui en France. Et donc, voilà pourquoi j'étais présente. Voilà pourquoi, au nom de mon groupe parlementaire aussi, je tenais à représenter le groupe de la France Insoumise. Et je dois dire que nous avons des collègues qui font un travail énorme. Je pense à Bastien Lachaud qui se rend d'ailleurs en Kanaki, avec qui j'étais venue d'ailleurs voir Frédéric au moment où elle a été libérée de son incarcération. Alors pas libérée totalement évidemment, mais on s'était rendu en juillet ensemble avec Bastien pour la saluer et la soutenir. Et ce qu'on a continué à faire avec tous les déportés kanak, tous les membres du groupe parlementaire se sont mobilisés et continuent à se mobiliser pour la libération et puis pour soutenir évidemment le peuple kanak à disposer de lui-même. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais en tout cas moi je suis très, très honorée d'avoir été invitée par vous. Je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps cet après-midi ici à Clermont pour faire aussi continuer l'histoire entre Clermont et la Kanaki. Je pense que c'est aussi assez essentiel et que les Clermontois en soient au courant. Je vous remercie. Olé, merci Marianne. Kanaki la lutte, prise de recul et perspective. On en discutait et dans le groupe de travail, on se demandait comment on allait l'articuler, ce meeting. Et puis finalement, vous en avez discuté aussi un peu entre vous, les jeunes. Et comment ça s'est passé, ça, Céleste, pour déterminer le programme qu'on va avoir là ? C'est parti tout simplement d'un brainstorming simple chez un des nôtres autour d'un café. On s'est juste demandé, nous en tant que jeunes, quelles questions on se pose par rapport à la situation que connaît notre pays. Et du coup, c'était vraiment se placer à la fois en tant que jeune, mais aussi en tant que non-connaisseur de l'histoire pour les personnes en métropole qui ne sont pas toujours au fait de ce qui se passe en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, c'est nécessaire pour nous d'avoir un cadre qui nous permette de mieux comprendre à la fois le passé, donc la mémoire, mais aussi ce qu'on a vécu récemment, le présent à travers les événements de mai 2024. Et enfin, quelle réflexion on pourrait se faire sur l'avenir, quelle perspective on peut avoir. Et du coup, c'est vraiment pour obtenir un éclairage, en tout cas plus de ressources intellectuelles pour nous aider à continuer nos débats entre nous, jeunes du pays. Et c'est pour ça que ce meeting est là. Merci Céleste. Donc vous l'aurez compris, il y aura 3 temps forts durant ces 4 heures. Mémoire, mai 2024 et demain. Et ça tombe bien, on va commencer par la première sous-thématique, mémoire. Revenir sur l'histoire longue qui a façonné la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Mémoire. Ok, Kanaki la lutte, prise de recul et perspective, mémoire. Céleste a chargé le dossier, il y a au moins une 50aine de questions, mais vous avez aussi le droit de poser des questions aussi le public après, et je lui laisse la parole. Et on commence avec notre chère députée, Madame Marianne Maximi, qui nous a déjà fait un point sur pourquoi elle est présente, pourquoi ça compte pour elle, la lutte du peuple kanak. Peut-être que vous pourriez compléter, apporter des précisions sur pourquoi c'est important pour vous en tant qu'élue, mais aussi en tant que citoyenne de la France métropolitaine.
compléter un peu, c'est effectivement important en tant que militante politique, en tant que citoyenne de ce pays, de me tenir toujours aux côtés de celles et ceux qui luttent pour leur liberté, leur dignité, leurs droits, leur libre disposition. Et aujourd'hui, je le disais, on a un État, un gouvernement, plusieurs gouvernements qui se succèdent, mais qui vont toujours plus loin dans l'oppression. On le voit dans les luttes sociales ici, mais on le voit effectivement ailleurs. Et on a un pays qui, normalement, garant des droits, des libertés, qui est vu par les autres pays comme le pays des droits de l'homme, garant du droit international. Et ce qu'on observe depuis plusieurs mois, voire même décennies, c'est qu'au contraire de ça, en fait, la France devient un pays qui bafoue régulièrement le droit international. Et je ferai référence peut-être à une autre lutte d'un autre peuple, celui du peuple palestinien, où on se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous avons ce gouvernement qui se pose que du côté du colonisateur et jamais du peuple colonisé. Et pour moi, en tant que Française, c'est inacceptable d'être représentée par cette inversion du droit international, par cette inversion de valeurs qui est dangereuse parce que nous avons une histoire qui n'est pas celle-ci. Et donc, je fais le lien avec la Palestine parce que ça me semble assez éloquent aujourd'hui des enjeux qui sont devant nous en tant que militants politiques, en tant que Français et Françaises, de devoir dire que pas en notre nom, en fait, on ne peut pas avoir des prises de position en notre nom qui sont aussi graves et qui permettent de continuer à dominer des peuples. Voilà pourquoi je pensais important aussi de faire le lien avec d'autres peuples en lutte. Merci beaucoup. Merci Marianne. Il y a d'autres invités qui ont fait le déplacement. Je pense notamment à Benoît qui est arrivé, mais juste à l'heure. Tu peux nous raconter un peu, parce que ce matin, il était sur France Culture, pour ceux qui ne savaient pas. De 7h30 à 8h40, il était à la radio à Paris. Et le train, il était à 9h. T'as fait comment pour prendre le train au bon moment ? Oui, c'est la petite histoire dans la grande là. J'ai pris, il y a une moto-taxi qui a fait du slalom acrobatique dans les rues de Paris et qui m'a déposé à la gare de Bercy à 58. Donc on était bon, c'était juste, mais ça passait. Super. Céleste, tu as une question pour eux ? Plutôt pour Isabelle Merle. Isabelle, tu nous entends, parce qu'en distanciel, on a aussi, grâce à la technologie, merci Nico, merci toute la technique régie. Et donc pour chacune des thématiques, on aura un intervenant en distanciel. Donc vous avez nos intervenants ici en présentiel. Et donc pour la première thématique, mémoire, c'est Isabelle Merle, l'historienne. Isabelle, tu nous entends ? Oui, je merci, vous entends. Isabelle. Bonjour à tous. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Et du coup, entre jeunes, on se pose comme question pourquoi il est important de se souvenir de l'histoire coloniale en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, territoire où la mémoire chez le peuple kanak est particulière. Alors, merci de cette question. Alors, je pense qu'il est très important de se souvenir de l'histoire coloniale et pas seulement, ce n'est pas important uniquement pour le peuple kanak. Excusez-moi, il y a un super écho là. Si ça peut être réglé, c'est un peu difficile. C'est possible ? Oui, c'est bon, là, tu peux ? Ok. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que l'histoire coloniale, c'est très important de se souvenir, et pas seulement pour les Kanaks, mais aussi pour l'ensemble de la société calédonienne, et toute communauté confondue. Parce qu'on sait que le passé d'un pays résonne encore et encore par les effets d'héritage qu'il produit. Et il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais il s'agit aussi d'enseigner l'histoire du pays, ce qui est, vous le savez, pour les jeunes, très partiellement fait dans les écoles, collèges, lycées actuellement. Il me semble très important de développer des recherches historiques avec des étudiants et des étudiantes du pays, par les étudiants et les étudiants du pays. Il faut absolument, en Nouvelle-Calédonie, et pas seulement, d'ailleurs en France aussi, ouvrir le débat historique sur la colonisation et sur ses effets avec un mode riche et contradictoire. Essayer d'avoir un débat, j'y reviendrai dans d'autres questions, le plus riche possible par l'ensemble des acteurs et le plus diffusé possible sur les réseaux, les éditions. Oui. Isabelle, merci. On a un petit sujet technique parce que l'écho a continué un peu, mais merci. Donc, si on a bien compris, toi, tu voudrais et tu milites pour que les jeunes s'emparent de l'histoire
de l'histoire du pays et qu'ils investissent et qu'ils produisent aussi et pour donner, pour éclairer eux-mêmes l'histoire et l'enseigner dans les écoles et dans les lycées, les collèges au pays. C'est bien ça? Oui, exactement. Merci. Je voudrais demander aux militants, à Kouanene Wea et après à Frédéric Muliava, en tant qu'enfant du pays, quelles expériences ou récits familiaux ont pu marquer votre prise de conscience de l'histoire coloniale? Bonjour. Moi, j'ai grandi dans une famille qui est très engagée politiquement. Mais personnellement, moi, je fais partie de la génération des années 80 où on a été obligé à suivre les pas de nos pères, les décisions qui ont été prises par le FLN à l'époque. Donc moi, quand il y a eu les boycotts actifs en Nouvelle-Calédonie, où le FLN-KS appelle à boycott active et boycotter les institutions coloniales, ils ont créé les écoles populaires Kanak. Et moi, très jeune, je suis rentré dans les écoles populaires Kanak et les systèmes pédagogiques enseignés à l'intérieur de l'école populaire nous enseignaient aussi apportaient aussi une éducation politique, justement, mais aussi une éducation culturelle et traditionnelle. Donc petit à petit, j'ai grandi avec ce pensée d'indépendantisme. Mais après le bouleversement et la prise de position politique, c'est d'avoir vécu les événements de 88 dans ma tribu à Gossana. D'avoir vécu aussi les tortures et voir aussi la mort des 19 frères. Et après la mort de Papa Djoubeli, Yewene et Jean-Marie Tchibaou. Avec toutes les actions qui ont été menées après, ça m'a... Et puis, on va dire, l'expérience, enfin, ce que j'ai vécu aussi pendant les événements, les tortures, ça m'a amené un peu à avoir une conscience politique, mais très radicale, à un point où je détestais tout le monde, toutes les personnes de couleur blanche. Parce que, voilà. Et petit à petit, j'ai pu construire ma pensée, mes idéologies, et de faire la différence entre le peuple français et le gouvernement français. Donc, c'est sur ce chemin-là que petit à petit a façonné ce que je suis aujourd'hui. Et je remercie à tous les vieux et nos mamans qui nous ont donné cette éducation, qu'aujourd'hui, nous, on essaye de redonner un regard nouveau à notre lutte et à mener une lutte aussi digne, comme disaient nos vieux, parce que nous sommes un peuple aussi faisant partie des peuples du Pacifique et que nous sommes pacifiques. Merci. Merci beaucoup. Frédéric Muliava, est-ce que vous voulez compléter? Oui, alors moi, la prise de conscience s'est faite assez tôt. C'est d'abord au travers de récits familiaux. Ma mère est kanak, et donc elle me racontait son enfance, et au travers de ces récits, j'ai ressenti ce sentiment d'infériorité, d'être enfant kanak dans les années 40, les années 50. Ce sentiment d'injustice aussi, parce qu'ils n'avaient pas accès à l'école publique, ils n'avaient très peu de moyens, et donc ils n'avaient pas les mêmes moyens que les colons. Donc cette prise de conscience, elle a évolué. Après, il y a eu la période aussi des événements, et moi j'étais encore enfant, mais j'ai pu ressentir aussi toute la répression à l'égard des Kanaks pendant cette période difficile. Et quand on la vit étant enfant, on ne comprend pas tout. Et la période de ma vie qui a vraiment forgé mes convictions politiques, c'est lorsque je suis devenue professeure des écoles, et qu'en fait j'évoluais dans un système éducatif qui n'était pas du tout adapté aux élèves que l'on avait. J'ai enseigné principalement dans le nord du pays.
Et ce système-là répond plutôt à un objectif d'assimilation. Donc c'est à partir de là que j'ai pris conscience que je ne pouvais pas cautionner ce système. Donc je suis sortie de l'enseignement à cette période-là, et puis après j'ai suivi un autre chemin, on va dire ça comme ça, et c'est à partir de là que je me suis engagée politiquement dans les rangs de l'Union calédonienne. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on se réunit pour parler de l'histoire coloniale en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Isabelle Merle, qu'est-ce que la Kanaki, Nouvelle-Calédonie a en commun avec d'autres anciennes colonies françaises, et qu'est-ce qui la rend singulière dans son rapport à la décolonisation? Alors, la Nouvelle-Calédonie fait partie de l'ensemble des colonies françaises, comme vous le savez, et celles qui, comme Madagascar, l'Indochine, l'Aouette, les régimes d'exception et le système colonial, l'impôt, je dirais, l'impôt de capitation, le statut indigène non citoyen français pour les indigènes, etc. Elle a en commun aussi avec l'Algérie, qui, je vous rappelle, recouvrait 3 départements, donc avait un statut un peu spécial, le fait d'être une colonisation de peuplement. C'est-à-dire, on a, dans l'histoire impériale française, ces 2 colonies qui ont été vouées à accueillir des migrants, de préférence français, et avec des stratégies de peuplement volontaires qui ont perduré, qui ont persisté même très au-delà de la période coloniale stricto sensu, et qui se sont accompagnés dans les 2 cas de politiques de refoulement, du coup, des peuples qui étaient présents, des peuples autochtones, refoulement et spoliation foncière à grande échelle qui ont énormément marqué l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie. Le cantonnement, comme on dit, puisque c'était ça, ces politiques de refoulement, pour dégager les terres, pour les donner aux colons, ce cantonnement a été appliqué à une vaste échelle sur les 2 territoires. Mais en Nouvelle-Calédonie, il a pris une dimension particulière parce qu'il a été poussé jusqu'à sa logique extrême, c'est-à-dire la création de réserves indigènes sur lesquelles est venu se greffer le régime de l'indigénat et surtout des interdictions de circulation. Donc c'était des lieux de refoulement et d'enfermement d'une certaine manière, sauf autorisation des grands chefs, du syndic des affaires indigènes, etc. Donc ça a marqué profondément le pays. C'est cette histoire-là qui s'est déployée. Par rapport à la décolonisation, je dirais que ce que la Calédonie a de singulier dans cette vaste histoire coloniale et de décolonisation qu'a eu la France, c'est que le moment de la décolonisation s'est fait dans un moment décalé. C'est-à-dire qu'il s'est fait dans les années 80, je dirais, le moment fort de la décolonisation, enfin de la pensée de décolonisation, tandis que l'Algérie et les autres colonies françaises avaient connu ce moment-là dans les années 60, au moment où on assistait à une immense vague d'indépendance dans tous les empires coloniaux européens, et qui était marquée à l'époque par de très forts nationalismes. C'était ça qui caractérisait, me semble-t-il, ces moments d'indépendance des années 60. Et ça explique aussi une singularité calédonienne par la configuration qu'elle a eue, c'est-à-dire la volonté exprimée par le peuple colonisé, c'est-à-dire les Kanaks, de tendre la main aux victimes de l'histoire, comme on disait à l'époque, comme on dit toujours, depuis la rébellion de les Roches en 1983. Je rappelle quand même, il est bon de le rappeler, qu'il n'a jamais été question, au moment des accords d'Évian en Algérie en 1962, que les pieds noirs soient à la table des négociations. C'était une question qui était posée, la bien de la communauté pieds noirs, mais en l'occurrence, en aucun cas, c'était des interlocuteurs politiques. En Nouvelle-Calédonie, Kanaki, il y a une volonté du peuple colonisé de faire pays avec les autres, de construire ensemble. Et il me semble que s'il y a une similitude à trouver, il faut la chercher en dehors de l'Empire français, mais plutôt avec la nation sud-africaine, encore que celle-ci était souveraine, donc ça crée une différence, mais avec cette quête d'une nation arc-en-ciel, après une expérience coloniale qui a été horriblement traumatique en Afrique du Sud, et en dépit de cela, de construire un pays ensemble avec toutes les communautés. Et dans ce sens, je pense que la Calédonie, par l'offre qui a été faite par les indépendantistes, a marché dans
la voie de la construction d'un pays avec tous ceux qui avaient été concernés par le conflit colonial au sens strict, donc ceux qui avaient été de part et d'autre de la frontière coloniale jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Merci Isabelle. Merci. Benoît Trépied, vous êtes anthropologue et vous avez publié récemment « Décoloniser, la Kanaki Nouvelle-Calédonie ». Dans l'introduction, on peut y lire « En prétendant que cet archipel du Pacifique était un territoire français comme un autre et que le contentieux colonial pouvait y être réglé sans les Kanaks, le pouvoir a fait preuve d'une immense violence symbolique typique d'une vieille tradition coloniale française que l'on pensait révolue. » Est-ce que vous vouliez préciser, compléter ? Oui, et en écho à ce que vient de dire Isabelle, cette formule inédite de la décolonisation qui a été inventée à partir de 83 et puis au fil des accords, cette politique de la main tendue, cette idée de faire pays, qui est la main tendue des Kanaks vis-à-vis des non-Kanaks, et qui prend forme, en tout cas qui est l'enjeu actuel, il découle effectivement d'un effet de la colonisation de peuplement très spécifique dans les équilibres ou les déséquilibres démographiques de ce pays, puisqu'en fait, au fil de l'histoire coloniale, au sortir de la période coloniale stricto sensu, les Kanaks représentaient 50% de la population de l'archipel, c'est-à-dire le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et puis dans les années 60, suite à un nouvel afflux de population lié à ce qu'on appelle le boom du nickel, un grand moment d'effervescence économique, les Kanaks sont devenus minoritaires. Et depuis les années 70, ils représentent 40% de la population. Et c'est à partir de là qu'en fait, l'idée de faire pays, elle est née pour essayer de sortir par le haut de ce nœud, de ce conflit, de cette impasse entre, d'une part, le peuple kanak qui disait seul le peuple colonisé, au départ, est concerné par le droit à l'autodétermination au nom du droit international, au nom des droits à disposer d'eux-mêmes. Et face à ça, l'État français disait pas du tout. Tous les Français qui vivent dans ce pays sont habilités à voter si on fait un référendum d'autodétermination, parce qu'en République française, un homme égale une voix. Or, si on fait ça, les Kanaks sont minoritaires, donc les indépendantistes sont minoritaires, et donc on ne résout pas la question coloniale si jamais on dit que tout le monde vote dans le pays. Donc c'est la confrontation de ces deux logiques, la logique du droit international de la décolonisation portée par le peuple kanak versus la logique de l'État français républicain, mais qui, en étant appliqué à une situation de colonisation de peuplement, ne fait que la renforcer finalement. C'est ça qui a abouti aux violences, à cette guerre des années 80 qu'on appelle les événements, et c'est pour sortir de cette impasse que le peuple kanak a dit, dans ces conditions, nous partageons notre droit à l'autodétermination avec les gens qui sont là depuis longtemps, qui sont enracinés dans le pays, qui n'ont plus d'autres terres finalement que cette terre kanak sur laquelle ils ont été installés. Et ensemble, on fera pays. C'était ça le pari déjà de Nainville-les-Roches, des accords. Et malgré tout, c'est toujours le pari qui anime le présent et le futur de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Isabelle Merle, juste avant, vous parliez de la nécessité de s'emparer de l'histoire coloniale. Est-ce que vous pourriez donner un coup de pouce pour les jeunes du pays et pour les non-connaisseurs? Est-ce qu'on peut dater ensemble la période coloniale et la période post-coloniale en indiquant pour chaque période les grands faits historiques que vous considérez comme importants à retenir? Alors, déjà, il faut essayer de dater, et bon, là, je vous dis ce que je pense, moi, de mon point de vue, la phase coloniale, stricto sensu, au niveau politique, au niveau d'un système politique, s'arrête en 1946, d'une façon formelle, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie Kanaki devient un territoire d'outre-mer, que les régimes d'exception, c'est-à-dire l'indigénat et le travail forcé, tombent dans l'ensemble des colonies françaises, que la citoyenneté est élargie et sera pleinement élargie, c'est-à-dire pleinement effective en 1957. Et donc, on entre à partir de 1946 ce qu'on peut appeler, mais je ne sais pas si c'est, je me demande si c'est la meilleure formule, dans une phase de post-coloniale. Simplement, ça ne veut pas dire, parce qu'on est en 1947, que les héritages du passé et les effets d'héritage du colonial ne perdurent pas. Au contraire, ils sont là et ils perdurent. Ceux-là n'ont pas été démantelés, comme l'esprit qui animait encore l'entre-deux-guerres est encore très présent dans cette période.
En 1946, on pourrait dire que s'ouvre aussi une longue séquence de décolonisation. En fait, ça serait peut-être plus juste, et qui commence paradoxalement, du point de vue de la France, par une volonté d'assimilation qu'on espère réussie à l'époque du point de vue de la 4e République, c'est-à-dire de créer une Nouvelle-Calédonie qui aura certes des petits particularismes un peu folkloriques, un peuple kanak, des mœurs, voilà, etc. Mais on espère que finalement ça s'alignera et que par exemple les statuts particuliers qui sont devenus des statuts coutumiers aujourd'hui disparaîtront avec une intégration dans le code civil. En revanche, du côté kanak, ce qui s'ouvre en 1946 à mon sens, c'est une longue séquence de recomposition interne que je qualifierais de post-indigénat. C'était comment après les traumatismes et les ségrégations créées par l'indigénat, y compris au niveau spatial, alors que désormais on est libre de circuler, on est libre de voter, on est libre de s'installer où on veut et de travailler avec qui on veut, comment on va arriver à se recomposer. Donc il y a une grande phase avec la création de l'UC qui est une phase de recomposition du peuple kanak pour essayer de se retrouver après cette longue période coloniale. Et cette phase de recomposition historique, finalement, se mue en lutte pour l'indépendance à partir des années 1980. Alors, pour les dates pour éclairer un peu ce qui a qualifié la période coloniale et la période donc de décolonisation, si j'utilise ce terme pour qualifier cette longue période depuis 1946, au niveau de la colonisation, c'est clairement, il y a des grandes séquences qui sont importantes. Il y a d'abord la période de conquête et la période des guerres coloniales, dans lequel on va courir jusqu'à 1917, qu'il faut inscrire, ce qu'on appelle aussi l'insurrection de 17, mais les historiens utilisent de plus en plus l'idée de guerre de 17, c'est-à-dire une manière de se mettre en guerre qui est très liée encore aux formes qui étaient adoptées au XIXe siècle. On est dans une continuité et qui trouve un point d'orgue final en 1917, parce qu'après, on n'y arrive plus à se mobiliser de cette façon. Cette période est marquée évidemment par les stratégies de peuplement à la fois pénales et libres, et avec les fondations d'une société coloniale telle qu'on l'a connue. Et en retour, on a dans cette même période jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avec une séquence qui s'achève finalement en 1900, c'est le bouclage du territoire avec un immense cantonnement qui quadrille l'ensemble du pays pour définir les frontières des réserves indigènes sur lesquelles, je vous l'ai dit, on a posé l'emprise du régime de l'indigénat qui se consolide avec une organisation kanak officielle, grand chef, petit chef, etc., qui elle aussi se consolide et se transforme en système où, entre les deux guerres, il était difficile de penser que ce système allait tomber. La période de la décolonisation, elle est marquée par une lente maturation d'entrée en politique, d'une certaine manière, dans les années 60. Et évidemment, elle trouve un point d'orgue dans les années 80, avec la fin des années 70, mais ça s'épanouit dans les années 80 avec l'affirmation de la lutte pour l'indépendance et les événements qui se termineront en guerre. Alors, est-ce qu'on peut dire guerre coloniale ou guerre post-coloniale, ou on appelle ça aussi une guerre quasi-guerre civile, ce qui me gêne parce que l'État français est quand même à la manœuvre, et y compris sur le plan militaire. Donc, on est en fait dans une nouvelle forme d'affrontement qui est violent, qui prend des formes violentes, et où la France, de son point de vue, rejoue des scènes de ces guerres de décolonisation. Quand même, UVA, on intervient avec le 11e choc, donc c'est quand même assez particulier dans le sens où on intervient contre des citoyens français pleins et entiers. Et cette période de décolonisation s'achève finalement, enfin s'achève, non, malheureusement, elle se perpétue, excusez-moi de l'erreur, mais elle se conclut par une autre séquence qui s'ouvre avec les accords de Matignon, puis l'accord de Nouméa, et la crise du dégel du corps électoral et la crise qu'elle a entraînée aujourd'hui, me semble-t-il, ouvre à nouveau un nouveau chapitre dans une très lente
phase de décolonisation que la France a absolument du mal. Hein. On voit, on le sait, la France a du mal à décoloniser et on est dans un nouveau chapitre où tous les enjeux sont là, c'est-à-dire comment ça va continuer. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Je vais m'arrêter là. Il y a une question que Céleste a soulignée dans le recueil qui m'a sauté aux yeux à la suite de ce que je viens d'entendre. Peut-être pour vous deux, mais peut-être Benoît d'abord si tu peux répondre, c'est si la période postcoloniale est toujours en cours, peut-on encore parler de colons aujourd'hui ? C'est compliqué comme question. Si on se base sur le vocabulaire et l'ordre juridique, il n'y a plus de colons depuis qu'il n'y a plus de colonies, donc c'est ce qu'a dit Isabelle en 1946. Mais est-ce que la situation de colonisation de peuplement a cessé ? Non. Est-ce que les gens... Alors, par ailleurs, le terme colon a pris aujourd'hui une connotation extrêmement péjorative. Donc, dire à quelqu'un « t'es un colon », en général, c'est pas vraiment lui faire un câlin, c'est plutôt perçu comme une insulte. Ce qui fait d'ailleurs que même récemment, Nicolas Mesdorf disait « oui, on nous traite de colons », c'est-à-dire on nous insulte d'une certaine façon. Bon. Après, le fait de vivre en Nouvelle-Calédonie sans prendre en compte la reconnaissance du fait colonial qui a été porté notamment dans l'accord de Nouméa, c'est-à-dire sans prendre en compte la place centrale du peuple kanak en tant que peuple colonisé, vivre là-bas sur le Caillou sans comprendre qu'on est sur une terre kanak qui a été historiquement spoliée, sans comprendre que le bleu-blanc-rouge ne flotte que par un acte d'agression unilatérale qui n'a jamais été soldé, ne pas prendre en compte ça, vivre dans cette cécité ou dans cette surdité, c'est à certains égards perpétuer des pratiques de colons, voilà, pour le dire comme ça. Donc je pense qu'il y a eu un certain nombre, les événements des années 80, les accords de 88, de 98, un certain nombre de symboles, et encore le dernier événement le plus saillant, c'est ce qui s'est passé à partir du 13 mai 2024, ce sont des moments révélateurs en fait, de la situation coloniale qui perdure, et donc il ressort de ces situations que les gens doivent se rendre compte où ils sont. Voilà. Je pense que penser qu'on peut aller s'installer là-bas parce que le salaire est multiplié par 2 ou qu'on peut monter un petit business ou faire du bon business et qu'on est bien et que c'est une espèce de Californie française sous les cocotiers, ce genre de cécité-là, ça perpétue des pratiques coloniales de gens qui, d'une certaine façon, sont des colons qui s'ignorent. Voilà. Mais c'est pas non plus, fermé. C'est-à-dire que je pense qu'en prenant conscience de ces dynamiques-là et en prenant conscience du pari de cette main tendue en fait, les accords et la stratégie du peuple kanak offrent une chance historique aux colons et aux descendants de colons de sortir de cette situation à condition de comprendre la légitimité de la revendication et de s'engager dans la construction de cette souveraineté, cette émancipation partagée. Il y a là une chance historique et l'avenir nous dira si les gens là-bas la saisissent ou pas et combien. Merci. Kwanene Wea et Frédéric Mouliava, le militantisme indépendantiste voit le jour dans les années 80. Vous qui côtoyez des militants des générations 90-2000, est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu éveiller en ces jeunes le désir de militer pour l'indépendance ? Je vais répondre d'abord. Alors moi, je suis déjà persuadée que la lutte se transmet de génération en génération. Et tant que le peuple kanak n'obtiendra pas ce pourquoi il se bat, la lutte continuera. Donc ça, c'est une réalité. Les jeunes dont on parle, cette génération 90-2000, ils ont beaucoup plus d'opportunités qu'avant, que les générations précédentes. Ils ont un accès à l'information qui est plus important également. Ils sont plus diplômés. Et les données ont montré qu'il y avait une corrélation entre le niveau d'instruction plus élevé et un engagement politique certainement plus affirmé. Moi, j'ai envie de dire simplement qu'ils militent pour participer à la construction de l'avenir du pays, à la construction d'une société qui va être basée sur des valeurs culturelles, des valeurs universelles. Et c'est une aubaine aussi aujourd'hui, dans le contexte mondial, de pouvoir participer à ce grand chantier. Merci.
Réagir Non, je voulais ajouter seulement que, en fait, l'éveil de conscience de nos jeunes, elle surgit aussi par rapport au contexte colonial qu'on a depuis ces 30 dernières années, malgré les accords de décolonisation qui a été signé. Donc, il y a une réalité existentielle qui subissent nos jeunes par rapport à la pression et les inégalités au pays. Donc cette nouvelle génération des années 90, ils vont grandir avec l'histoire, mais aussi une vision. Il ne faut pas oublier que les accords de Matignon, positionnement du FLNKS pris comme un défi lancé par Jean-Marie Tjibaou, qui est le pari de l'intelligence, a été aussi un défi relevé par nos jeunes, justement pour trouver des solutions pour pouvoir réduire l'écart entre les Kanaks et les plus délaissés et le monde des colons, des Blancs qui vivent dans le quartier sud. Donc, ces éveils de la mise en acte de la conscience ou d'éveil de conscience et on peut le voir dans plusieurs domaines. Certains le témoignent au niveau de l'art, artistiquement, pour pouvoir changer les modalités au niveau de l'art artistique. Et on peut voir aussi sur d'autres domaines, sur des projets culturels, mais aussi des projets économiques. Et certains, voilà, ils ont dû agir pour une conscience sur le 13 mai pour exprimer un peu le mal-être qui est là, qui a existé depuis et qui malheureusement n'a pas été soigné. Donc cet éveil de conscience qui fait écho chez nous aussi, pour voir aussi, nous en tant que Kanak, en tant qu'indépendants, c'est notre responsabilité aussi, pour pouvoir réajuster le plan de travail et la continuité de la lutte pour que chacun puisse trouver sa place. Merci beaucoup. Vous avez dû voir sur les réseaux une altercation entre Nicolas Metzdorf, Sonia Backès et Manuel Valls lors d'un passage à la Croix de Lorraine. Une altercation qui a remis en question la notion de peuple premier. Isabelle Merle et Benoît Trépied, est-ce qu'il est légitime de parler de peuple premier et quels enjeux il y a derrière cette dénomination? Peut-être Isabelle Merle, oui. Alors, pour moi, il est évidemment légitime de parler de peuple premier, au sens où on entend peuple autochtone, on dit aussi peuple racine, c'est-à-dire les premiers habitants d'un territoire avec une continuité de présence historique selon la définition donnée par l'ONU. Donc, il n'y a aucun problème. Et c'est évidemment le cas du peuple kanak, dont la présence est attestée depuis 3000 ans environ. Alors, l'altercation que vous évoquez, Céleste, elle est absolument digne d'une révélation sur l'ignorance et l'inculture de Nicolas Metzdorf, qui remet en cause cette notion de peuple premier à l'aune de l'ignorance qu'il a de son propre passé. C'est ça le problème, et c'est là où j'insiste sur les effets de l'histoire et de la connaissance. Parce que Nicolas Metzdorf, certes, insiste longuement sur les 6 générations qui le précèdent, mais est incapable d'objectiver un peu l'histoire de sa propre famille. Et donc, il ramène à une notion de peuple second, des colons. Celle-ci n'existe pas, le peuple second, il n'y a pas de peuple second, 3e, 4e, 5e. Il faut vraiment distinguer, et c'est Manuel Valls qui a eu un fort à propos en lui disant « je te paye un billet au Quai Branly » parce que là, il me semble qu'il y a un souci de compréhension. Et j'y reviendrai peut-être, mais il y a véritablement une révélation sur ce déni de pensée que Nicolas Metzdorf, auquel il procède en refusant de penser sa propre histoire. Merci Isabelle. Benoît, tu as quelque chose à compléter sur l'altercation entre Nicolon et Manuel Valls? Le surnom que lui donnent les jeunes au pays. Non, j'ai rien à ajouter, si ce n'est que par ailleurs la catégorie de peuple autochtone. Donc dans l'accord de Nouméa signé en 98, il n'y a pas écrit peuple premier, il y a écrit peuple d'origine, ce qui revient absolument au même. Et en droit international, il y a notamment une déclaration sur les droits des peuples autochtones qui a été votée en 2007.
Donc c'est une catégorie tout à fait légitime, reconnue et dans l'accord de Nouméa, qui lui-même est dans la Constitution française, et dans le droit international. Ce faisant d'ailleurs, je signale que du fait de l'accord de Nouméa, la France reconnaît bien l'existence dans le territoire national de deux peuples, le peuple français d'une part, mais aussi le peuple kanak. C'est le seul cas que les autorités n'ont jamais censuré, précisément parce qu'on est dans un contexte de décolonisation très spécifique qui a été formalisé par l'accord de Nouméa et que cet accord de Nouméa a été constitutionnalisé, c'est-à-dire qu'il est rentré dans la Constitution française et on n'y touche pas comme ça. Maintenant, d'ailleurs, l'enjeu, donc il y a un peuple premier et il continuera d'y avoir un peuple premier. L'un des enjeux de cette décolonisation, par une citoyenneté inclusive, par une réconciliation entre Kanak et non-Kanak, c'est de faire émerger ce que parfois on appelle un peuple calédonien, voilà, cette collectivité citoyenne, au sein de laquelle le peuple Kanak existe et ne veut pas disparaître ni être invisibilisé. Donc c'est là tout l'enjeu, comment construire et comment faire pays avec un peuple autochtone et des gens qui ne sont pas de ce peuple autochtone, mais en même temps qui sont de ce pays. Mais c'est un challenge que la Kanaki Nouvelle-Calédonie n'est pas le seul territoire du monde à rencontrer. Hein. Il se pose aussi en Nouvelle-Zélande, par exemple, où on le sait, il y a un biculturalisme d'État maori-pakéa, etc., etc. Voilà, c'est ça l'enjeu, mais il est évident que la catégorie de peuple premier, elle est extrêmement légitime. Et comme l'a dit Manuel Valls, penser qu'on peut remettre en cause ça, c'est du révisionnisme primaire et sommaire. Merci Benoît, merci Isabelle. Kwanene Wea et Frédéric Mouliava, puisqu'on parle de peuple premier, de peuple autochtone, c'est bien pour cela que le peuple kanak peut prétendre au droit à l'autodétermination. Qu'est-ce qu'il représente pour vous en tant que kanak, en tant qu'océanien? Et aussi, dans les discussions, on peut sentir le synonyme de liberté derrière ce droit-là, dans une société où pourtant les hommes sont libres. Comment vous pouvez exprimer ce sentiment chez les Kanaks de ne pas se sentir libre chez eux? Le sentiment de ne pas être libre chez soi. Je ne sais pas si vous avez été en Kanaki. Un exemple, hein, dans un petit village au nord de Kanaki, de Poya. Poya, pour aller à Nepo, il faut ouvrir le portail du colon pour accéder dans le village de la chefferie de Nepo. En 2025, on le fait encore. Je dis ça parce que le sentiment de liberté elle a un sens politique. Comme disait tout à l'heure Benoît et Isabelle, c'est que les droits des peuples à se disposer d'eux-mêmes est un droit reconnu par les droits internationaux. Et politiquement, nous sommes aussi un peuple, comme je disais tout à l'heure dans la coutume, nous faisons partie de la mosaïque des peuples du monde. Et reconnaître notre peuple en tant que peuple faisant partie des mosaïques des peuples du monde est pour nous une libération. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas reconnu en tant que Kanak. D'ailleurs, en 2023, le 2023-2022, le projet qui a été suspendu par Darmanin, il ne parle pas de peuple kanak, mais dans un projet d'accord, il nous considère comme une communauté parmi tant de communautés. Aujourd'hui, Valls parle aussi dans l'idée de nous retirer des pays à décoloniser. Mais nous, liberté, c'est existentiel, c'est une lutte existentielle. Pour ça, je disais tout à l'heure que notre lutte à nous, elle est digne parce qu'on veut revendiquer notre humanité. L'humanité du peuple kanak n'est pas seulement l'homme et la femme debout sur un endroit sur du sable blanc. Non, l'homme et la femme kanak, dans toute sa diversité, elle est attachée à ces montagnes, à ces terres qui ont été volées, à ces mers. Et c'est ça aussi, se sentir libre. Aujourd'hui, en Kanaki, on n'est pas encore libre. Libre d'accéder à nos terres, libre d'accéder à des montagnes qui appartiennent à des peuples.
il y a encore des clans qui n'ont pas accès à ces endroits-là. Donc c'est cette reconnaissance du peuple kanak qui donnera le sens de notre humanité tout entière. Donc c'est pour ça que pour moi se sentir libre, c'est aussi exister en tant que peuple, à côté des peuples, des autres peuples autour de moi, mais de ne pas être comme les aborigènes en Australie, où on les oublie, on continue à les renfermer dans des endroits plus retirés de la civilisation. Allez, Oleti. Allez. Frédéric, vous voulez compléter? Oui, juste dire un mot sur le droit à l'autodétermination. En tant qu'indépendantiste, effectivement, ça représente, vous parliez de synonyme de liberté. Pour moi, il représente surtout une garantie qui nous est conférée par les Nations Unies et un droit qu'on doit user pour obtenir notre indépendance. Pour rebondir, pour être un peu dans l'actualité, parce qu'on parle de liberté, la liberté, c'est aussi la valeur que prône le drapeau de la Kanaki. Et ce drapeau, actuellement, il est contesté par Génération ANC, qui demande à le retirer du permis de conduire. Est-ce qu'on peut avoir vos réactions par rapport à ça? Ceux qui n'ont pas le contexte, hein, ni le fait divers en tête, hein, ce sont des élus dont notre député de la première circonscription bien connu ont fait un recours et ont obtenu pour le coup gain de cause auprès de la justice pour retirer le drapeau indépendantiste kanak des permis de conduire de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, pour qu'il n'y ait que le drapeau français. Donc forcément, le gouvernement a été condamné. On est en pleine crise économique aussi suite au mois de mai 2024. Et ça s'ajoute aussi aux difficultés économiques que rencontre le pays. Donc voilà, ce sont les plus racistes de la droite. Je précise aussi ma question. Il s'agit pour Génération ANC de retirer le drapeau d'un parti politique. Or, Kwanene Wea, vous venez de parler d'humanité. Est-ce que vous pourriez préciser ce que représente le drapeau de la Kanaki? Le drapeau Kanaki, c'est vrai que il y a d'abord un drapeau qui a été on va dire adopté en 1984 à Yaï, mais qui a été dessiné par des vieux de la Grande Terre. Les couleurs qui ont été choisies ont été choisies symboliquement par rapport à l'attachement du Kanak à la terre, à la mer. Le bleu, c'est le bleu du ciel, le bleu de nos mers. Comme le vert qui est la couleur aussi de nos forêts, de nos montagnes, de l'espérance. Le rouge qui symbolise aussi le rouge des sangs de tous les martyrs qui ont laissé leur vie pour la lutte de la Kanaki. Mais le rouge aussi qui montre aussi le sang qui lie notre humanité à d'autres peuples. Et le jaune qui symbolise le soleil, la lune qui éclaire notre pays. Et la flèche fêtière qui symbolise l'espace et le lieu qui transcende, qui transcende le monde visible et invisible, la parole du monde qui est dans le monde kanak, c'est-à-dire le monde des vivants et le monde de nos ancêtres. Donc c'est tout ces symboliques-là qui expliquent aussi notre attachement à notre pays, mais aussi notre attachement à la particularité aussi de notre nationalisme, comme je le répète si souvent. C'est pas une nationaliste fermée comme Le Pen. Non, notre nationaliste à nous Kanak, c'est une nationaliste inclusive qui s'ouvre aux autres parce que voilà, comme l'a été rappelé tout à l'heure par Benoît et Isabelle, Neville-le-Roche, c'est notre capacité de résilience malgré toute l'histoire douloureuse que nos vies ont subi, de s'ouvrir vers d'autres communautés, d'autres peuples, pour dire qu'on peut construire la Kanaki, mais construire autour de nous et avec nous et ensemble.
Peut-être je peux redonner le contexte historique et politique. En fait, donc effectivement, comme l'a dit Kouanéné, le drapeau est né au moment de la lutte des années 80. Et puis, ce drapeau kanaki. Et donc, les années 80 ont été marquées par un face-à-face entre le drapeau kanaki d'une part et le bleu-blanc-rouge d'autre part, puisque les anti-indépendantistes reste toujours le drapeau bleu-blanc-rouge. L'accord de Nouméa de 1998, entre autres choses, il organisait la décolonisation en disant que le pays allait se choisir des signes identitaires devant symboliser l'identité kanak centrale et le futur partagé entre tous. Parmi ces signes identitaires, il y avait le nom du pays, il y avait aussi le drapeau, qui sont les deux points sensibles les plus cruciaux. Or, dans les deux cas, en fait, il y a des comités, des signes identitaires qui ont été constitués par diverses personnes de la société civile, mais il n'y a pas eu un accord sur ces points-là. C'est bien pour ça que certains continuent d'appeler le pays Kanaki et d'autres Nouvelle-Calédonie, et que certains défendent le drapeau Kanaki quand d'autres ne le défendent pas. Au milieu de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire en l'occurrence en 2011, il y a eu un compromis, un accord de compromis qui a été fait sur le drapeau entre, d'une part, le leader de l'époque des loyalistes qui était Pierre Frogier et d'autre part l'Union calédonienne et Charlie Pidgeot qui était président de l'Union calédonienne, un des principaux partis indépendantistes. L'idée a été de dire, puisque pour le moment, à titre provisoire, on n'arrive pas à trouver un drapeau qui nous rassemble tous, on va monter systématiquement les deux drapeaux, et notamment sur tous les édifices publics. Et cette solution provisoire a été validée jusqu'au sommet de l'État, au comité de la France, je veux dire, au comité des signataires, par le Premier ministre de l'époque, etc. Donc depuis lors, les deux couleurs flottent très officiellement dans le pays, y compris sur la mairie de Nouméa, y compris sur la province sud, et y compris sur le permis de conduire. Voilà. Sauf que, suite au 13 mai 2024, ce qu'on a vu, c'est que la crise et les violences que ça a entraîné a durci très fortement les positions et qu'il y a eu un vrai backlash conservateur. Alors, on le sentait venir depuis longtemps, mais il s'est exacerbé typiquement avec des discours remettant même la légitimité de la catégorie peuple premier, hein, c'est du même ordre. Et c'est dans la lignée de cette réaction vraiment extrémiste et conservatrice qu'il y a eu des attaques nouvelles, finalement, contre le drapeau kanaki, en disant bah non, officiellement, ici c'est la France, il n'y a que le bleu, blanc, rouge. Mais ce faisant, les loyalistes d'aujourd'hui qui attaquent c'est la présence du drapeau kanaki, finalement, ils font marche arrière par rapport à l'avancée qui avait eu lieu en 2010-2011, portée par Frogier à l'époque. Il faut relire les discours de Frogier, qui étaient extrêmement inclusifs et ouverts, en disant puisque la moitié de la population de notre pays se reconnaît dans le drapeau kanaki et l'autre moitié dans le bleu, blanc, rouge, eh bien, n'excluons pas la moitié de la population, rassemblons-les. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dessus du point de vue de Génération NC qui a attaqué et obtenu que le drapeau kanaki soit enlevé du permis de conduire, ce faisant, mettant en œuvre une nouvelle, une nouvelle humiliation, une de plus, même si ça paraît infinitésimal et symbolique, mais enfin les symboles ça compte beaucoup, donc ça ne va pas du tout dans le bon sens et notamment pas dans le sens d'un apaisement. Merci Benoît. Il y a eu 3 référendums d'autodétermination. Isabelle, par 3 fois le non à l'indépendance est passé, on rappellera le contexte, hein, mais je lis juste la question. Dans quelle mesure ces référendums d'autodétermination ont-ils réellement permis l'expression du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ou au contraire reproduit des logiques coloniales, institutionnelles ou symboliques d'invisibilisation du peuple kanak? Alors, je dirais qu'en tant que tel, les référendums d'autodétermination qu'on a connus, que la Calédonie a traversés, là, ne reproduisent pas des logiques coloniales parce qu'ils ont été prévus, ils sont envisagés dans les textes de l'ONU pour l'autodétermination, parmi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le problème qui s'est posé avec les référendums, c'est que les 2 premiers ont été menés dans un contexte, je dirais, favorable, enfin, auquel toutes les forces politiques adhéraient, jouaient le jeu. Mais le 3e référendum de 2021 a été organisé dans des conditions qui, certes, le rendent juridiquement légitime, mais politiquement illégitime. Puisqu'en gros, je ne rappelle pas les faits en détail, mais le peuple colonisé, c'est-à-dire le premier concerné quand même,
dans le cadre du droit international, n'a pas participé. Et si on inclut aux abstentions les oui à l'indépendance, qui n'ont pas été nombreux puisque peu y sont allés, on atteint quand même une proportion de 60% de la population calédonienne qui en fait ne s'est pas prononcé pour le non à l'indépendance. Il ne s'est pas prononcé, il n'y est pas allé, ou il a dit oui. Et il a encore moins répondu à la question qui n'était pas posée du maintien dans la France. En l'occurrence, cette question n'était pas posée et l'interprétation qu'en a fait le gouvernement et les forces de droite, c'est que oui, le peuple calédonien avait acté le maintien dans la France, qui est évidemment une lecture tout à fait, à mon sens, délicate, sinon spécieuse. Et du coup, ce référendum reste comme un écueil, je dirais, très difficile à dépasser, avec des narratifs qui ne conversent plus. Enfin, on peut pas discuter. Les uns le remettent en cause parce qu'il n'est pas légitime politiquement, et les autres s'accrochent à cette légitimité juridique. Mais un référendum qui est légitime juridiquement, on l'a connu avec Pons en 87, s'il n'est pas légitime politiquement, il ne veut rien dire du tout, en fait. Merci Isabelle. Avant de conclure ce premier temps de parole, Isabelle, est-ce que vous avez un message à faire passer au public, aux auditeurs et au peuple de Kanaki Nouvelle-Calédonie? Alors, il y avait une question sur le racisme, vous la sautez, c'était intéressant. Sur le racisme est assez structurant hein, de le colonial. Je rappelle qu'il est encore très opérant. Hein, et il est malheureusement dans le couple colon-colonisé historique. La question que vous me posez pour finir, est-ce que j'ai un message? Elle est difficile parce que, bon, en toute humilité, pour le coup, en tant que citoyenne française de l'Hexagone, je ne me sens pas du tout autorisée à lancer des recommandations dans la période extrêmement difficile que traverse la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Mais je me permettrai de revenir à mon dada, d'une certaine manière, à l'histoire du pays. Et je voudrais en fait dire aux jeunes générations, mais pas que, hein, à nos générations en général, à tout le monde en fait, que je pense personnellement que la connaissance historique, le débat historique construit, complexe, contradictoire, respectueux, de qualité, donc je suis très exigeante, ce débat historique dans un pays a des profondes vertus. Et parmi les vertus de ce débat capable de construire des options d'une histoire en partage, capable de construire une conversation respectueuse. Alors chacun peut avoir des interprétations comme tous les historiens ont sur le passé, mais capable de faire une histoire en partage, sinon une histoire partagée, mais au moins chacun amène des éléments de compréhension. Les vertus d'un tel travail historique que l'on connaît dans des pays qui ont passé des périodes très traumatiques et qui ont travaillé leur histoire, c'est, je crois, d'abord des vertus quasi thérapeutiques, hein, de mon point de vue, parce que ce débat historique, il permet de mettre des mots sur les traumas du passé, il permet d'apaiser des mémoires, il permet aux jeunes ou aux moins jeunes de mieux comprendre les contextes historiques et les univers mentaux dans lesquels vivaient les vieux, quels que soient ces vieux, c'est-à-dire qu'ils soient kanaks, colons, travailleurs engagés, etc. etc. Et cette compréhension du passé permet d'objectiver ce passé, de le mettre un peu à distance, de mieux comprendre, de véhiculer un récit historique ou des récits historiques plus compliqués et plus compréhensifs et donc plus généreux dans ce qu'ils peuvent produire comme compréhension du socle sur lequel se monte un pays. La connaissance de l'histoire, de mon point de vue, je parle bien de connaissance, hein, je ne parle pas de mémoire, vraiment je précise, la connaissance de l'histoire a aussi, à mon point de vue, des vertus démocratiques pour un pays, et celle-ci concerne aussi la France en tant que nation, parce que vous savez à quel point il nous est difficile, et nous avons plein de signaux entre le débat sur les violences coloniales en Algérie, quand on
quand un historien ou un journaliste, je ne sais plus s'il était historien ou journaliste, a lancé l'idée qu'il y avait eu plein d'oradours sur glane dans les terrains coloniaux et que ça a fait des crises cardiaques dans la plupart dans un certain nombre de camps politiques, on mesure à quel point il nous est difficile de reconnaître ce passé qui en fait ne passe pas et revient sur le terrain français de façon récurrente, qu'il s'agisse de la Nouvelle-Calédonie ou qu'il s'agisse de notre meilleure névrose coloniale, c'est-à-dire l'Algérie, mais qu'il s'agisse aussi de Madagascar où est allé Macron, Madagascar qui a connu des épisodes coloniaux extrêmement violents et difficiles. Donc je crois vraiment que la meilleure connaissance du passé dont le pays a besoin et dont les jeunes, y compris sur les barrages, ont fait valoir le fait que, ils savaient des choses, comme on dit souvent qu'ils ne savent rien, ça n'est pas vrai. 2, qu'il y a des référents, historiques, il y a des histoires dans les familles, mais que ce qui peut manquer pour eux, c'est une réflexion historique qui permet de pas tout mélanger, de mieux comprendre le passé pour mieux s'en servir utilement aujourd'hui. Et ça permet aussi des confrontations aux responsabilités des uns et des autres, à la reconnaissance des crimes et des injustices passées, parce que l'histoire sert aussi à ça, pour espérer dépasser cette séquence historique douloureuse. Et je répète, la France en tant que nation a aussi à faire ce travail, mais la Nouvelle-Calédonie, Kanaki a aussi, toute communauté confondue, je veux dire, ça c'est vraiment un travail global, a aussi à faire ce travail, et il est à mon avis crucial et avec des enjeux forts. Et je rappellerai que dans les pays qui ont surmonté des passés très compliqués, alors on peut citer l'Allemagne, au moins la RFA qui a fait un travail historique avec des historiens qui se sont engagés dans les années 70-80, on peut penser aussi à l'Afrique du Sud qui a fait ce travail. Il y a eu des tentatives de ce qu'on appelle justice et réconciliation, et toutes ces tentatives, y compris la Nouvelle-Zélande, qui a travaillé à propos du traité de Waitangi, qui a fait appel à des historiens pour essayer de redistribuer des terres, tout ce travail repose sur un travail historique précis, de connaissances objectivées, avec une sorte de sincérité. Ce qui est absolument important, c'est que ce travail historique ne soit pas manipulé par des options politiques, mais soit vraiment sur une base de sincérité contradictoire, parce que le propre du travail scientifique, le propre de l'objectivation, c'est qu'effectivement, on aura des points de vue, mais c'est la confrontation des points de vue et du travail des sources et des histoires orales pour le monde kanak, qui aussi crée une intelligence collective utile, enfin, cruciale en fait. Merci, pour l'avenir, merci évidemment. Isabelle. Cette intelligence collective est au service de l'avenir et des générations. Merci Isabelle. Merci pour ce dernier mot à destination des auditeurs, des auditrices et puis des téléspectateurs, téléspectatrices qui verront. Comme l'a rappelé Céleste, nous sommes rentrés dans le tunnel et on vient juste d'arriver au bout. Pour les questions du public, si vous en avez, gardez-les bien au chaud. On prendra un peu plus de temps en fin d'émission pour revenir sur cette thématique notamment. Mais l'heure est maintenant à la respiration. On prévoit 15 minutes de pause. On va s'envoler, encore une fois, d'ici Clermont-Ferrand pour aller en Kanaki. On va écouter Vamalé, Liberté. Puis juste après, on va se retrouver en mai 2024. Instant de barrage, Mutin de Pangé, quelque part, Borail Nord. Voilà. 15 minutes en ligne. Pour ceux qui nous écoutent, c'est en direct sur le 93.3 FM, sur campus-clermont.net, sur YouTube également, Radio Campus, sur les réseaux, je sais pas, les jeunes, TikTok, etc. Mais voilà, dans 15 minutes, à tout de suite et restez branchés, direction Kanaki, pays naturel. Olé! Profitant d'une pause pour laisser du Kaneka naviguer sur les ondes de Radio Campus.